Bonsoir et bienvenue. Et oui, c'est encore nous et on ne va pas vous lâcher de l'été avec ce soir encore une sacrée brochette de plagistes, enfin de clubistes. Ils sont journalistes, essayistes, dessinatrices et vont s'attaquer à l'actualité de la semaine. Au menu de ce soir, la ministre de la Culture, Rachida Dati, accusée d'avoir perçu illégalement 900 000 € du groupe Renault, est renvoyée en procès pour corruption. Elle contre-attaque en accusant les magistrats et elle se fait recadrer par le Premier ministre. Le respect de l'institution judiciaire est évidemment très important. Et je maintiens que ce respect est pour nous tous un devoir d'État. Après Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ou encore Bruno Retailleau, une nouvelle responsable politique, ancienne garde des Sceaux, choisit donc de s'en prendre aux juges. Pourquoi un tel bras de fer? Un vent trumpiste menace-t-il l'indépendance de la justice? On en débattra. Puis, avec son histoire de la semaine, Reza Pounewachi rendra hommage à une grande voix du heavy metal qui s'est éteinte cette semaine. Enfin, notre invité de la semaine nous emmènera à la plage, l'endroit idéal pour mieux cerner ce à quoi nous ressemblons, nous autres Français, puisque nous y sommes tous égaux, ou presque. On allait au bord de la mer. C'est la savoureuse galerie de portraits publiée par le photographe Stéphane Gladieux. Voilà donc le programme de ce club estival de 28 minutes. Ça commence tout de suite. Marjorie Adelson. Renaud Dely. Bienvenue Marjorie. Merci. Ravi de vous retrouver. Frédéric Seiss, bienvenue à vous. Bonsoir Renaud. Frédéric, bienvenue à tous les deux. Et voici nos clubistes de ce soir. Bonsoir Julie Gradiani. Bonsoir Renaud. Ravi de vous accueillir. Je rappelle que vous êtes essayiste. Bienvenue à vous. À vos côtés, Pierre Jacquemin. Bonsoir. Bienvenue Pierre, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Politis, dont voici le dernier numéro. Et puis, à propos de numéro, un sacré numéro, Jean Quatremer. Bonsoir. C'est ainsi qu'on vous appelle, me semble-t-il. Jean Quatremer, correspondant européen de Libération à Bruxelles. Bienvenue à vous, Jean. Vous êtes content d'être là, hein? T'as vu le silence, là? Restez sage comme ça, c'est bien, c'est parfait. Et au pupitre, notre ami Coco. Salut Coco, ça va? Bonsoir, ça va, très bien. Bienvenue Coco, dessinatrice à Charlie Hebdo, bien sûr, et Libération. Et tout de suite, la première actualité de la semaine. Frédéric, eh bien, c'est une décision de justice que les défenseurs de l'environnement qualifient déjà d'historique. Oui, en tout cas, elle est inédite. La Cour internationale de justice estime dans un avis rendu cette semaine que les États qui violent leurs obligations climatiques peuvent être poursuivis, traînés en justice, notamment par les États qui subissent les effets de ce dérèglement climatique, avec à la clé de possibles réparations financières. Une décision qualifiée d'historique par le secrétaire général des Nations Unies. I welcome that the International Court of Justice has issued its historic advisory opinion. They made clear that all states are obligated under international law to protect the global climate system. This is a victory for our planet, for climate justice, and for the power of young people to make a difference. Alors, c'est la première fois que la Cour internationale de justice, qui est l'organe judiciaire suprême des Nations Unies, se prononce sur l'environnement, un avis consultatif, il faut le souligner, dont les avocats, les juges ou les législateurs pourront désormais s'emparer, finalement, face à des gouvernements qui peinent à prendre des décisions, qui peinent à lutter contre l'impopularité. Jean Quatremer, est-ce que la justice, comme ça, des procès éventuels, c'est une voie intéressante pour faire agir, pour les mettre face à leurs responsabilités? On a vraiment l'impression d'assister, je dirais, au dernier soubresaut de l'ordre international. Les États-Unis ont décidé d'y mettre fin une bonne fois pour toutes. Je veux dire, ils sont sortis quasiment de toutes les institutions. La dernière, c'est l'Organisation mondiale du commerce, mais qu'ils ont déjà largement paralysé. L'UNESCO également. Et l'UNESCO, ils viennent d'en sortir, mais l'OMC, il ne faut pas oublier que ce n'est pas Trump qui a commencé à paralyser l'OMC, c'est Barack Obama qui a refusé de nommer des juges. Donc il y a un refus de l'ordre international par les grands États, par les grands ensembles régionaux. Les grands ensembles régionaux entendent se gouverner eux-mêmes et ne rendent compte à personne. Donc la CIJ, là, c'est très bien que la Cour internationale de justice rende cet avis. La question qui se pose juridiquement, c'est quelles seront les juridictions compétentes pour condamner les États. En tous les cas, il est certain que les grands preneurs de la planète, qui sont, je le rappelle, par ordre d'importance, des États-Unis, la Chine, l'Inde et puis l'Union européenne, alors très 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 loin derrière l'Union européenne, évidemment, ne seront jamais condamnés par ces institutions. Pierre Jacquemin, cet avis ne sert à rien, dit Jean Quatremer, vous êtes d'accord?
Il y a quelque chose de l'ordre du symbolique, c'est vrai. On voit bien qu'il y a beaucoup d'États qui ont été condamnés. La France a été condamnée pour inaction climatique. D'autres États continuent de mener des politiques qui vont à rebours de plein de conventions qui sont signées par ces mêmes États. Donc ça pose quand même la question du poids, ou en tout cas de la crédibilité presque du droit. C'est-à-dire que c'est le droit international qui est aujourd'hui totalement remis en cause. On le voit avec Donald Trump, on le voit y compris en France, on le voit aujourd'hui avec d'autres sujets qu'on va sans doute évoquer dans cette émission. C'est le droit qui pose question. Que pèse le droit aujourd'hui ? Ça pose véritablement question, et je dis que pèse le droit, mais ça vaut aussi à l'échelle très locale. C'est-à-dire que regardez par exemple sur la question des logements sociaux, on préfère payer des amendes plutôt que de créer des logements sociaux à l'échelle municipale. Donc ça dit quelque chose quand même de la manière dont les politiques se déresponsabilisent de leurs actions, parce qu'elles ont des conséquences absolument fondamentales. Sur la question écologique notamment, on a une responsabilité, on a une dette vis-à-vis des pays du Sud qui subissent les premiers les conséquences de nos politiques des pays du Nord. Je parle la question migratoire, par exemple. On se dédouane de plus en plus de la question migratoire comme si on ne pouvait plus accueillir personne, alors qu'on est responsable des mouvements et des migrations à travers le monde. Que pèse le droit, dites-vous, Pierre Jacquemin, mais est-ce que ce type de décision d'une cour internationale ne pose pas une autre question d'un point de vue démocratique ? C'est-à-dire, est-ce qu'un gouvernement légitimement élu, dans un cas démocratique, par un peuple, par un pays, par une nation, peut être sanctionné par une décision, justement, d'une juridiction internationale qui s'imposerait à cette démocratie nationale ? C'est le vrai sujet, mais je prends votre thème un peu à rebours, Renaud, parce que, en fait, on sent qu'il y a une tentation chez les militants de l'environnement, de l'écologie, du climat d'une manière générale, d'être tout de suite dans une logique de condamnation et de sanction. Et donc, quand ils vous présentent cet avis consultatif, ils le présentent comme une victoire, comme si, par principe, la Cour avait indiqué qu'il fallait condamner les États. Et ça devient dangereux. La Cour dit que les États ont des comptes à rendre, en tout cas. Non, mais absolument, mais voyez comment c'est présenté d'une manière qui tend vers la sanction par les militants du climat. Là où cet avis est très important et très utile, et je mets une pointe d'optimisme par rapport à ce que vous disiez, c'est que, justement, en judiciarisant le sujet, on le dépolitise. Avec un avis consultatif, avec un vrai travail de juriste, on va pouvoir sortir des deux écueils qui sont, le règlement de compte entre États à des stades différents de développement, les uns reprochant aux autres d'avoir contribué à leur malheur. Le deuxième écueil, c'est d'éviter les injonctions moralisatrices sans plus de recul, et qu'on arrive en fait à forger plutôt une véritable jurisprudence, une véritable doctrine, où on clarifie les notions de préjudice, qu'est-ce que c'est qu'un préjudice climatique, les notions de responsabilité, les notions de co-responsabilité, le lien de causalité entre la faute, en quoi c'est une faute, et qu'il y a un vrai travail sérieux et dépolitisé sur ces questions. Sans forcément parler de condamnation, Jean Quatremer, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que cet avis, justement, il va créer une forme de prudence de manière générale, notamment dans l'octroi, par exemple, des permis de forage ? Est-ce que ça peut insuffler quelque chose comme ça ? On voit bien que non. Regardez aux États-Unis ce qui se passe. Je veux dire, la question, on rejoint la question qu'a posée Renaud, à laquelle vous avez répondu à rebours, comme vous dites. C'est qu'en l'occurrence, les États n'en ont strictement rien à faire. Ils s'estiment au-dessus des lois. Regardez, on va prendre un autre exemple. Vous parlez des États-Unis, Donald Trump considère qu'il a été élu par les électeurs américains. Voilà, et qu'il n'a pas de compte à rendre, et il donne des autorisations de forage, même dans des zones protégées, etc. etc. Regardez ce qui se passe chez nous. Des partis politiques, LFI, le Rassemblement national, clairement, disent nous, si on est élus, on met en l'air les traités européens. Donc c'est du droit international, les traités européens. On les renégocie, vous allez un peu vite. On les renégocie. Non, on ne les respecte pas, on les viole pour créer un rapport de force. À partir du moment où vous en êtes là, parce qu'on ne renégocie pas tout seul, on est 27, bien sûr, je veux dire, à partir de là, si vous remettez déjà chez nous en cause le droit européen, vous imaginez ce qu'est l'ordre international. Donc oui, Renaud, normalement, on devrait rendre des comptes à cet ordre international, on devrait être soumis, mais les États ne veulent pas rendre de compte. Un dessin de notre ami Coco. Eh bien oui, effectivement, les gros pollueurs n'en ont rien à faire du climat. La planète a déjà épuisé ses ressources. Quelle chochotte, dit Donald Trump. Et un deuxième dessin, Coco. Et un deuxième, un vrai geste pour la planète. Je l'aime, je ramasse. Merci. Merci Coco pour ce bon conseil. Frédéric, c'est l'heure de votre duel de la semaine. Cette semaine, ce duel oppose le président de la République, carrément, à l'un de ses ministres qui l'enterre déjà. Absolument, Renaud. À ma gauche, Emmanuel Macron, 47 ans, le chef de l'État. À ma droite, Bruno Retailleau, 64 ans, président du Parti Les Républicains et ministre de l'Intérieur. Alors, chaque semaine, les deux hommes se retrouvent quasiment face à face au Conseil des ministres. Et le dernier en date, il y a 2 jours, n'a pas été des plus chaleureux. Pourquoi ? Eh bien, à cause de cette une du magazine d'extrême droite Valeurs Actuelles. En tête d'affiche, on le voit, Bruno Retailleau et cette déclaration
je ne crois pas au en même temps, la devise phare, bien sûr, d'Emmanuel Macron. Voilà donc une prise de distance publique placardée sur tous les marchands de journaux du pays. Alors, prononcer cette phrase quand on appartient à un gouvernement à majorité macroniste, c'est un peu comme se dire athée au milieu d'une congrégation religieuse, ça fait mauvais genre. Et d'ailleurs, les apôtres du chef de l'État, ceux qui le suivent depuis le début, ont très peu goûté ces mots. Écoutez par exemple l'un des marcheurs originels, Clément Beaune, l'ancien ministre. Il y a quand même des principes qui devraient être assez simples. Quand on est nommé par le président de la République, on n'attaque pas le président de la République. Le président de la République, c'est une personne, c'est une institution. Il a été élu 2 fois, donc expliquer que c'est un courant politique qui est éphémère, qui ne vaut rien, c'est quand même un manque de discernement et de respect qui est grave. Alors Emmanuel Macron, lui, n'a pas réagi publiquement, mais au cours du Conseil des ministres, est-ce que c'est un simple hasard ou une vengeance froide, il a demandé des comptes, il a tensé Bruno Retailleau sur les émeutes, vous savez, qui ont eu lieu à Béziers et à Limoges il y a quelques jours. Autrement dit, occupe-toi d'abord de tes dossiers. Et puis, le chef de l'État a aussi annulé un rendez-vous en tête-à-tête qui était prévu avec son ministre de l'Intérieur hier soir. C'est François Bayrou, le Premier ministre, qui a été chargé du recadrage. Les différences de sensibilité sont bienvenues, le pluralisme est bienvenu, mais il ne faut pas que ces sensibilités prennent la forme de divergence. Et le principal intéressé dans tout ça, me direz-vous, Bruno Retailleau, eh bien lui, il fait mine de ne pas comprendre du tout la polémique. Je respecte évidemment à la fois la personne et la fonction présidentielle parce que je suis gaulliste. Ça ne fait pas de moi un macroniste, chacun le sait depuis longtemps. Et c'est toute la difficulté de ce gouvernement de circonstances. Ce n'est pas vraiment une coalition, ce n'est pas vraiment une cohabitation. D'ailleurs, le Figaro tente un néologisme, il parle de cohabitation. Et c'est vrai que ça n'est pas terminé, sans doute, on pense au budget à l'automne. Et puis cet accrochage illustre aussi l'inconfort de la double casquette, évidemment, de Bruno Retailleau, à la fois ministre, donc tenu par la solidarité gouvernementale, mais aussi président du parti LR et possible, probable, futur candidat en 2027, au moment où il devra donc se désolidariser du bilan macroniste pour apparaître comme l'alternance, pour apparaître comme le renouveau, pas si évident. Alors est-il allé trop vite, Bruno Retailleau, tout à sa hâte d'enterrer le macronisme, un peu comme le croque-mort dans Lucky Luke qui commence à prendre les mesures du vivant de son propre client. Bruno Retailleau interroge en fait la pérennité à la fois de ce parti et de ce courant idéologique, manière de suggérer que le macronisme n'est qu'une parenthèse et puis qu'une fois refermée cette parenthèse, la vie politique française reviendra à une bonne vieille alternance droite-gauche. Julie Graziani, vous êtes d'accord avec cette analyse ? Sur le plan sémantique, il a raison. Un mouvement politique dérivé du nom du principal intéressé, c'est évidemment personnalisé. Sur le plan politique, Bruno Retailleau voit maintenant qu'il y a un espace pour la droite. D'abord parce qu'à titre personnel, c'est lui qui a été un élément de stabilisation des 2 gouvernements successifs. Donc c'est lui qui a permis en fait d'arrimer un peu le peuple de droite malgré tout à ces gouvernements fragilisés. Mais il a sans doute Macron. Mais bien sûr, mais avec tout son discours, sa thématique sécuritaire, autorité régalienne, il a certainement contribué à affaiblir aussi le Rassemblement national ces derniers temps. Et ce qui se rejoue là, c'est le cumul ministre de l'Intérieur, chef de parti. Ça vous rappelle quelqu'un. Donc c'est évidemment la droite qui se sent à nouveau un boulevard après une très très longue traversée du désert pour reprendre des couleurs. Et alors vous parliez de Nicolas Sarkozy sous Jacques Chirac finissant, qui ne pouvait pas se représenter. Autre point commun, c'était aussi ça vous rappelle quelqu'un. Sous François Mitterrand, Pierre Jacquemin, il y avait eu le fameux droit d'inventaire dégainé par Lionel Jospin. Autrement dit, ces présidents qui sont en fin de carrière de leurs 2 mandats, en tout cas, on ne parle pas d'âge, mais vraiment de capacité à se représenter, c'est leur destin implacable, ils vont se faire marcher dessus jusqu'à la fin, c'est le cas d'Emmanuel Macron. C'est vrai que Bruno Retailleau ne doit rien à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a perdu les élections législatives et que s'est mis en place un gouvernement qui n'est pas un gouvernement de soutien à Emmanuel Macron, ni même un gouvernement de cohabitation. Ça a été dit par le Figaro, la formule est plutôt bienvenue. Il y a une tension et la question c'est jusqu'à quand il va accepter cette humiliation permanente. C'est-à-dire qu'il va sur des terrains qui ne sont quand même pas les terrains qu'on connaît d'Emmanuel Macron et puis on lui demande de faire son boulot de ministre de l'Intérieur. C'est ça qui ne va pas chez Bruno Retailleau. Il est encore ministre ou il est déjà candidat en fait ? Force est de constater qu'il est quand même pleinement candidat à l'élection présidentielle. Donc il est en train de s'inscrire comme étant le candidat le plus légitime de sa famille politique. Et en même temps, il est aussi un produit du en même temps. Donc il a beau nous expliquer qu'il est contre le en même temps, qu'il ne croit pas dans le en même temps. Et il est dans le en même temps. Il est en même temps contre Emmanuel Macron, mais en même temps macroniste, puisqu'il appartient à un gouvernement qui l'a fait nommer. En tout cas, c'est encore une histoire de couple un petit peu chaotique, n'est-ce pas Coco ? Exactement, prise sur le fait, la kiss cam, Retailleau-Macron, la rupture semble consommée. Merci Coco.
C'est l'heure maintenant de la une internationale. En couverture de l'hebdomadaire allemand Der Spiegel cette semaine, Gaza, un crime. La situation humanitaire s'aggrave, la famine fait rage à Gaza. 25 pays, dont la France, appellent à la fin immédiate de la guerre. En vain, Emmanuel Macron annonce de son côté que la France reconnaîtra l'État de Palestine en septembre. Cette décision peut-elle changer la donne? Et d'abord, pourquoi, au vu du chaos humanitaire actuel, la communauté internationale se refuse-t-elle à sanctionner le gouvernement Netanyahou, Jean Quatremer? Écoutez, d'abord, première chose, il faudrait peut-être faire un peu de journalisme, c'est-à-dire savoir exactement ce qui se passe sur place. Il n'y a personne sur place. Les seules images qui nous parviennent, c'est des images qui sont faites par le Hamas, des gens proches du Hamas, et qui nous parviennent. Donc voilà, ça c'est la première chose. Il faudrait que c'est les autorités israéliennes qui empêchent les reporters d'entrer sur la bande de Gaza. Oui, ils interdisent les journalistes d'y entrer, mais c'est assez étonnant parce qu'il y a des tas de zones du monde qui sont fermées, et il est très rare qu'on fasse des reportages ou des grandes déclarations sur des zones qui sont fermées. On attend d'envoyer des gens. Toutes les instances nationales parlent de risque de famine ou de famine en cours. En l'occurrence, oui. Cette réalité-là, vous la contestez? Je n'ai pas terminé le raisonnement. Ouais. Je ne conteste pas qu'il se passe des choses, mais il se passe des choses comment? Qui avait, avant, qui distribuait l'aide? On le savait, elle était contrôlée par le Hamas. C'est une guerre qui permet de contrôler ce qui se passe là-bas. C'est une guerre sur le terrain pour contrôler l'aide alimentaire. Si vous contrôlez l'aide alimentaire, vous contrôlez le peuple gazaoui. Jusque-là, c'était le Hamas qui contrôlait. Les entrepôts du Hamas sont pleins. Israël, avec l'accord des États-Unis, a voulu reprendre en main cette distribution d'aide alimentaire. C'est ça qui se joue. C'est chaotique, c'est brutal, c'est violent, mais il ne faut pas oublier une chose, et c'est vraiment, pour moi, c'est fondamental. Si le Hamas dépose les armes, aujourd'hui, arrête, rend les otages, tout s'arrête. Et tout le monde peut rentrer sur le terrain, voir ce qui se passe. Jusqu'à présent, on oublie toujours, on n'arrête pas de montrer du doigt Israël, et on oublie de dire qu'il y a quand même un belligérant. Je vais reposer la question, donc Pierre Jacquemin, que je posais à Jean Quatremer. Pourquoi est-ce que de très nombreux pays de la communauté internationale, occidentaux, dont la France, pointent du doigt la politique du gouvernement Netanyahou, appellent à l'arrêt immédiat de la guerre, en vain, mais sans passer aux actes. C'est-à-dire qu'il y a une condamnation de plus en plus forte dans les mots de la politique du gouvernement Netanyahou, mais il n'y a toujours pas de sanctions qui sont décidées. Pourquoi? Est-ce que c'est à cause de la protection des États-Unis accordée à Israël, ou parce que les Occidentaux n'arrivent pas à se mettre d'accord? Il y a une vraie difficulté, qui est une difficulté diplomatique, une difficulté politique, qui est celle de faire accepter le droit international. Jean, vous dites, ce ne sont que les images du Hamas. Je ne peux pas vous citer la liste des organisations internationales qui expliquent qu'il n'y a plus un risque de famine. Il y a famine, il y a organisation d'une famine orchestrée à Gaza. D'autres disent génocide. Je pense qu'il y a un génocide en cours à Gaza et que c'est ça le problème aujourd'hui. Et la puissance des États comme ceux de la France, c'est bien qu'Emmanuel Macron ait reconnu aujourd'hui, annonce qu'il va reconnaître la solution à l'État de Palestine. Mais l'État de Palestine, il est déjà reconnu par le droit international. Il y a un peuple, il y a un territoire, il y a la reconnaissance, le sentiment d'appartenir à une histoire. Donc ça fait que la Palestine est déjà un État. La vraie question, c'est que là, on a focus sur Gaza. Si la solution à deux États, c'est la meilleure des solutions, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a la Cisjordanie. La Cisjordanie, c'est aujourd'hui une espèce de fromage, de gruyère, où il n'y aurait que le trou. Et c'est ça qui est problématique. C'est-à-dire que la difficulté, c'est peut-être la solution de deux États, ça va faire avancer un certain nombre de choses, notamment au niveau de l'ONU. L'ONU, aujourd'hui, la Palestine n'est que membre observateur. Peut-être petit à petit va devenir un membre à part entière et que donc les choses pourraient avancer. Mais c'est la question du droit international et donc la responsabilité d'Israël. Effectivement, l'Union européenne a une responsabilité qu'elle ne veut pas assumer et c'est ça véritablement le problème aujourd'hui. Et le Hamas, vous ne prononcez pas le mot. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le Hamas, c'est pas lui qui est responsable de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Il y a quand même une guerre qui dure depuis 21 mois. Il y a une guerre qui mène la guerre à Gaza aujourd'hui? Qui a anéanti le territoire de Gaza aujourd'hui? Si ce n'est 21 mois de guerre, ça n'était jamais vu dans l'histoire. Parce que la Seconde Guerre mondiale, ça vous dit rien? Les nazis qui sont battus jusqu'au bout, alors, il faut arrêter avec ça. Alors, on ne vous mettra pas d'accord très clairement. C'est vrai aussi que la dernière tentative de cesser le feu qui était en discussion à Doha a été refusée, notamment et en particulier par le Hamas. Un dessin de Coco. Encore une facette de la réalité à Gaza. On tire encore la sonnette d'alarme et la famine toujours. Merci Coco. Frédéric, on va enchaîner avec une autre actualité de la semaine qui nous ramène en France, comme on dit. Voilà qu'une ministre va donc être bientôt jugée pour corruption.
et que la dite ministre déclenche une nouvelle salve d'attaque contre la justice. Il y a un problème contre la justice, ce sont les mots de cette ancienne garde des Sceaux, actuelle ministre Rachida Dati. Réaction après avoir appris cette semaine son renvoi en procès pour corruption. D'après l'enquête, Rachida Dati a touché 900 000 € d'une filiale du groupe Renault entre 2010 et 2012, alors qu'elle était députée européenne et avocate. Les juges soupçonnent un emploi fictif destiné à camoufler des activités de lobbying de Rachida Dati au sein du Parlement européen en faveur du constructeur automobile, ce qui est évidemment interdit. Alors l'attaque publique de Rachida Dati contre la justice n'est pas restée sans réponse. Dans un communiqué rarissime, le président du tribunal judiciaire de Paris dénonce l'opprobre jeté sur les magistrats. François Bayrou lui-même, on l'a entendu, a rappelé à l'ordre sa ministre. Il estime que le respect de l'institution judiciaire, c'est un devoir d'État. Le message est passé. Ces dernières années, on l'a dit, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon ont aussi utilisé cette carte, mettre en cause la justice face à leur propre turpitude judiciaire. Julie Graziani, comment vous interprétez, vous, cette tendance de plus en plus à l'œuvre, dénoncer, attaquer les magistrats? En fait, malheureusement, ça ne peut pas bien se passer parce que le propre de ces procès du judiciaire, c'est d'être long. Il y a le secret de l'instruction, il y a les droits de la défense, ça se passe dans les prétoires, on échange des pièces. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes règles du jeu que celles de l'institution médiatique, avec ses punchlines, ses déclarations chocs, ses raccourcis parfois, ses raisonnements un peu à l'emporte-pièce. Alors que faire? Parce que du côté des médias, quand une information de cette nature tombe, on ne va pas évidemment la masquer, puisqu'elle intéresse l'opinion publique. Là, ce n'est pas les médias qui sont en cause, c'est les propos du ministre. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est... de manière systémique, c'est une cause qui en entraîne une autre et ça ne peut pas bien se passer. Parce que, regardez, donc le média... Il faudrait mieux parler de rien, parce que en tout cas, parler d'aucune affaire, aucune mise en examen... Comment ça se passe? Le média donne l'information, bien sûr, il doit la donner. Comment pourrait-il faire autrement? Le prévenu ou le mis en cause, lui, voit sa réputation attaquée sur le plan médiatique. Il sait très bien que même s'il est relaxé à la fin, le mal est causé par le préjudice d'image du fait du traitement médiatique. C'est ça la question. Pourquoi attaquer les juges? J'y viens. Ouais. Donc du coup, venant se défendre, il vient se défendre devant le tribunal médiatique et pas devant le tribunal judiciaire. Donc il attaque les juges. Et là où c'est extrêmement... Et là où c'est terrible pour les juges, c'est que les juges, eux, qui sont des gens sérieux, qui respectent les règles et en particulier leur devoir de réserve, ne peuvent pas se défendre des accusations dont ils sont l'objet eux-mêmes. Donc en fait, ça ne peut pas fonctionner. Donc à part vous dire qu'il faudrait que les prévenus ou les mises en cause est une forme en fait de se défendre sans attaquer les juges. Ou de se dire je ne rebondis pas, je ne remets pas une pièce dans la machine et je n'en dis pas plus, mais ils sont incapables de le faire parce qu'ils savent que leur image est en jeu et qu'ils veulent se défendre à toute force, y compris par ces méthodes-là. Ça rappelle une forme de Trumpisme, s'en prendre comme ça aux juges et à la justice? Oui, il y a un côté, effectivement, chez Rachida Dati, très trumpiste, ça c'est clair, attaquer les juges. Première chose d'abord, les juges peuvent être attaqués, peuvent être critiqués. C'est-à-dire, on a le droit de critiquer les juges. Quand on est ministre de la République, ça pose un problème, parce que vous mettez en cause l'état de droit, vous mettez en cause le système judiciaire, la séparation des pouvoirs. Vous ne pouvez pas le faire. C'est aussi simple que ça. Donc, je pense que là, elle a fait une erreur. Si elle voulait pouvoir contre-attaquer, elle démissionnait, et en tant que citoyen, elle pouvait se défendre. Quant aux juges, alors, vous soulevez un point, c'est que moi j'ai suivi quand même quelques affaires à Bruxelles et j'ai vu l'utilisation par les juges et la police dans des affaires d'instruction des médias. C'est-à-dire les fuites qui sont à destination des médias, qui, comme ça, ont une version de l'affaire et pas l'autre version. Certains qui sont tenus au respect... Ce n'est pas ce que dit Rachida Dati. Elle dit, moi, il n'a pas respecté les droits de la défense. Je dis complètement la même chose et c'est exaspérant parfois. Moi, je l'ai eu dans des affaires de lire dans la presse et de ne pas pouvoir se défendre. Et on brûle d'envie de le faire, mais on se tait. Parce qu'en fait, le juge vous transmet une pièce, ou le juge ou la police vous transmet une pièce, mais la personne qui est impliquée, si elle parle, elle est condamnée. Je veux dire, c'est un truc de dingue. Oui, c'est ça. Donc il y a un problème d'inégalité, justement, face à la justice, là, mais pas de la part d'un ministre de la République. Et effectivement, il y avait une sorte de coutume depuis les années Bérégovoy, Pierre Jacquemin, c'était qu'un ministre mis en examen, il faut rappeler que mise en examen, ça veut dire présence d'indices graves et concordants. Ce n'est pas une condamnation, on reste présumé innocent, mais malgré tout, il y a ces indices graves et concordants au terme de l'enquête. Pierre Jacquemin, il y avait cette coutume, mise en examen, on démissionne. Ça n'est plus le cas. Est-ce qu'Emmanuel Macron a raison de garder Rachida Dati dans son gouvernement ?
Non, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle est ancienne garde des Sceaux, elle s'en prend aux magistrats. Elle est ministre de la Culture, elle s'en prend aux journalistes. Il y a une séquence récente où on la voit partir en régie en disant « je vais contrôler tout ça derrière depuis la régie pour voir si ce qu'il dit est tout à fait juste ». Et puis plus généralement, ça pose la question de est-ce qu'elle est en capacité d'être ministre de la Culture. On voit aujourd'hui qu'elle est empêchée, notamment au Festival d'Avignon, de se rendre sur un des principaux festivals d'été. Qu'est-ce qu'elle fait en tant que ministre ? Qu'est-ce qu'elle fait comme ministre de la Culture ? J'ai consulté, je suis allé voir son cabinet, les membres de son cabinet. Une de ses principales conseillères est élue du 7e arrondissement en charge d'une délégation. Elle est élue dont elle est maire, conseillère de Paris. Elle est conseillère régionale et au cabinet de Mme Dati. Que font-ils ? Est-ce qu'ils préparent Paris ou est-ce qu'ils s'occupent de la culture ? Donc moi, je pose vraiment la question, est-ce qu'elle est véritablement ministre de la Culture ou est-ce qu'elle est candidate à la mairie de Paris ? Et ça, c'est aussi un autre vrai problème politique et même démocratique. En tout cas, Pierre, la ministre de la Culture contre-attaque, n'est-ce pas Coco ? Oui, je rebondis sur Paris, procès Ghosn-Dati. Hidalgo assistera sans doute aux audiences. Et un deuxième dessin ? Et puis le deuxième, Dati contre-attaque, voilà. Comme vous le disiez, mi-Trump, mi-Sarkozy, juge, vous êtes viré avec une petite Le Pen qui apporte son soutien. Merci Coco. Marjorie, c'est à vous maintenant et à votre point com de la semaine. Ce soir, c'est l'image d'un couple devenu historique, bien malgré lui. Oui, c'est l'un des adultères les plus commentés au monde. Vous n'avez pas pu passer à côté de cette vidéo. Lors d'un concert de Coldplay, une caméra dans la foule surprend un couple tendrement enlacé. Quand ils réalisent qu'ils sont filmés et diffusés sur grand écran, ils se séparent immédiatement, suscitant les moqueries du chanteur. Écoutez. Alors, c'est effectivement un couple illégitime, comme on dit, chacun est marié de son côté, mais ça n'est pas tout. Lui est patron d'une start-up dans l'IA et elle est responsable RH dans la même entreprise. Impensable dans la société américaine où l'irréprochabilité et la transparence s'appliquent aussi à la vie privée. Alors par exemple, sachez que si vous vous mettez en couple avec un autre salarié de votre entreprise aux États-Unis, vous êtes tenu de le signaler au RH justement. Alors le PDG, dans cette histoire, il a dû démissionner. Elle aussi, selon la BBC, et l'entreprise s'est même fendue d'un communiqué où elle explique en gros qu'une enquête est en cours. Une enquête a été ouverte. Alors la vidéo de son côté, elle est devenue virale. En quelques jours, elle a dépassé 150 millions de vues. D'ailleurs, la spectatrice, je ne sais pas si vous avez vu, mais qui a partagé cette vidéo, ne regrette rien. Voici ce qu'elle déclare aux médias. Une partie de moi se sent mal de bouleverser la vie de ces gens, mais on récolte ce que l'on sème. Bam! Tolérance zéro, donc. Même chose du côté de cet internaute qui affirme « Ils auraient dû rester calmes, personne n'aurait remarqué. C'est leur faute maintenant s'ils ont des problèmes. » Alors, du côté du chanteur de Coldplay, c'est un petit peu différent. Il semble avoir un peu plus de remords quand même de les avoir affichés ainsi et ruiné leur vie. Il indique qu'il préviendra désormais le public. Voilà, on sent quand même la moquerie, même pendant le concert. Alors sur les réseaux, les internautes, eux, ils s'en donnent vraiment à cœur joie. On ne compte plus les photos des détournements du couple. Après Titanic, par exemple, voici la panique. Côté politique, il y a aussi un montage de Donald Trump et Jeffrey Epstein. Vous savez, le président américain est actuellement empêtré dans des histoires de ce financier accusé de trafic sexuel et qui s'est suicidé. Côté français, on n'est pas en reste non plus. Certains internautes ont créé un montage Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. D'ailleurs, ces railleries, elles ne sont pas que sur les réseaux sociaux. L'équipe de baseball de Philadelphie, par exemple, s'est aussi moquée du couple illégitime en vrai. Avec leur mascotte, ils ont carrément rejoué la scène. Voilà, vous la voyez. Hop, surprise, on se cache. Un autre couple visé par la Kiss Cam a quant à lui prévu une pancarte. « C'est ma femme, peut-on lire ?» Voilà, hop, voilà, comme ça, tout le monde est prévenu. Et ce n'est pas tout. Même les marques ont aussi décidé de surfer justement sur cette moquerie. En Colombie, par exemple, c'est KFC qui s'en est amusé. Un homme apparaît avec des croquettes de poulet. Ne laisse pas la faim te prendre au dépourvu, reste plutôt avec l'original, nous dit la pub. Alors évidemment, ça fait rire, mais derrière cette rigolade, cette situation, elle crée quand même une réelle forme de malaise. Une internaute le rappelle, ces vidéos, ces kiss cam, elles forcent quand même l'intime en public et le consentement, nous dit-elle, n'est pas un spectacle. Peut-être est-il temps d'éteindre la caméra. Julie Graziani, qu'est-ce qu'elle nous montre cette histoire ? Est-ce qu'il n'y a plus de distinction en fait entre la vie privée et la vie publique en fait ? Entre le pro même et la vie privée ?
Jean Quatremer, un mot Virginie Un mot, Jules. Non, mais moi, il y a tellement d'histoires de relations sexuelles non consenties et d'abus sur le lieu de travail. Pour une fois qu'ils étaient vraiment amoureux avec des sentiments sincères, j'ai envie de dire, tant mieux pour eux, en fait. Et surtout, je pense qu'effectivement, il n'y a plus de distinction entre la vie privée et la vie publique quand on est un personnage public, susceptible d'être reconnu. Donc, vous devez faire attention en permanence. On peut le regretter. Moi, je regrette le bon temps de l'anonymat, vous étiez tranquille, personne ne vous prenait en photo où vous étiez. Voilà. Et là, simplement, aujourd'hui, c'est vrai que c'est dangereux. Et donc, je dois dire que quelqu'un qui travaille en plus dans l'IA, se faire prendre comme ça en photo... On ne veut pas en savoir plus. Est-ce que vous voulez que je fasse un coming out ? On ne veut pas en savoir plus. Jean Quatremer, juste je vous préviens, par précaution, vous êtes filmé là. Un dessin de Coco. Allez, je sais bien. Chaque mois. Déjà, voyons que sur les réseaux sociaux, l'adultère quand même est puni par lapidation virtuelle quand même. Et un deuxième dessin, Coco. C'est un peu triste. Et Andy Byron qui retrouve du boulot, cette fois, nos opinions. Merci pour ce sage conseil, Coco. Il est temps maintenant d'accueillir notre invité de la semaine. Allez hop, sortez le monoeil, le parasol, la glacière. Direction la plage, 55 stations balnéaires, près d'une centaine de portraits, de Bray-Dunes à Saint-Tropez. Le photographe Stéphane Gladieux, bienvenue à vous, a fait un vrai tour de France pour essayer en fait de mieux cerner à quoi nous ressemblons, nous autres Français. On allait au bord de la mer, c'est cet ouvrage savoureux à déguster, publié chez Actes Sud, à déguster sans modération. Mais d'abord, Stéphane Gladieux, pourquoi est-ce que vous avez choisi justement cet endroit bien précis, la plage ? Comment l'idée vous est venue à l'esprit ? Est-ce que c'est parce que c'est un endroit où on se ressemble tous, en quelque sorte ? En quoi ça qualifie justement, ça identifie le Français, la plage ? Bonjour déjà. Je ne sais pas si on s'y ressemble tous. Non, je pense que c'est plus un espace sociologique et unique dans le sens où on trouve tout le monde, toutes les classes sociales, toutes les tranches d'âge, toutes les couleurs de peau, tous les types de sexualité, on trouve tout le monde dans un espace qui est particulier parce que on y est seul avec tout le monde. Donc il y a une ambiguïté dans le fait d'effectivement d'avoir cet espace limité justement avec les autres. On voit donc c'est un certain nombre de clichés, de photos qui défilent dans mon dos. Et est-ce qu'on pose exactement de la même façon selon les endroits ? Par exemple, on va avoir deux photos successives, l'une prise à Marseille et puis l'autre à La Baule. Est-ce que les gens que vous avez rencontrés posent de la même façon à Marseille ? Là, je crois que c'est un cliché. Et là on est cette dame habillée en rose, c'est à La Baule. Est-ce qu'il n'y a pas déjà une différence simplement En fait, je pense que les gens, moi je les laisse libres, dans leur portrait, je suis là pour les laisser libres, effectivement, je ne les dirige pas. J'indique simplement un endroit, une marque au sol, j'utilise toujours le même procédé, même distance, même type de lumière avec les flashs. Là, vous leur demandez leur consentement, c'est pas comme au concert de Coldplay, là, ils sont d'accord. Ah oui, ils sont d'accord. Voilà, ils sont tous d'accord, ils signent tous un accord. Et je répète finalement le même procédé pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Donc, même distance, même éclairage. Simplement, en règle générale, je choisis toujours l'arrière-plan pour jouer entre cet arrière-plan et le premier plan. Et d'ailleurs, alors, en feuilletant les pages de votre livre, on se demande quand même, toutes ces personnes, elles sont venues pour se relaxer, pour se reposer à la plage. Comment vous arrivez à les convaincre de poser pour votre appareil ? C'est ce qui est le plus compliqué, effectivement. C'est pas de les photographier, c'est de se mettre en situation de pouvoir les photographier. Ça demande du temps. C'est à peu près 10 heures par jour. Vous êtes vous-même en maillot ? Non. Surtout pas. Moi, je suis habillé, effectivement, de façon relativement neutre, chemise blanche, pantalon léger bleu, pour me distinguer. Par exemple cette juste photo... pour finir, effectivement, c'est 10 heures par jour sur la plage, et en moyenne, c'est 5 photos par jour. Elles sont bien consentantes, toutes ces personnes. Par exemple, il y a une photo prise au Cap d'Agde. On a un couple qui pose je crois qu'on va la voir, cette photo, qui pose avec leur masque et tuba. Ils sont consentants pour poser dans cette... Ils sont consentants, ils partent nager. Ils partent nager, et je suis là déjà depuis un moment. Donc, en fait, j'ai déjà un contact avec eux, j'ai déjà une discussion, un dialogue. C'est ça qui est important. Mais vous dites que vous ne les dirigez pas vraiment, mais ça veut dire qu'eux, ils sont force de proposition. À ce moment-là, quand ils acceptent d'être pris en photo par vous, ils vous disent qu'ils ont envie de dégager d'eux-mêmes. Comment ça se passe, en fait ? En fait, Parce qu'elles sont très différentes, ces photos, on le voit bien. Elles sont très différentes. Ce sont des gens qui sont tous, effectivement, très différents et que je croise comme ils sont. Donc, en fait, ils ne sont pas accessoirisés, ils ne sont pas stylisés. Je les croise comme ils sont et je leur demande s'ils acceptent d'être photographiés. Ensuite, je leur montre
une marque, on va dire, au sol. Et le temps de m'installer, je prends volontairement un peu plus de temps pour les laisser effectivement se poser et s'installer dans leur portrait. Sur la plage, on est nus ou presque. Oui. Enfin, certains sont complètement nus, mais on va pas s'étendre sur les vacances de Jean Quatremer. On est sur un faux pied d'égalité. C'est aussi ce que vous dites, et c'est aussi d'ailleurs ce qu'on voit à travers les photos. C'est-à-dire qu'évidemment, on n'est jamais totalement détaché de son milieu social ou culturel, selon les photos qu'on prend, selon les régions, ou si on va à Bray-Dunes dans le Nord, par exemple, ou si on va au Cap-Ferret, on n'a pas exactement, c'est naturel, c'est normal, la même sociologie. Non. On voit ça aussi à travers les photos. Bien sûr, et c'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai pas la prétention d'être un anthropologue ou d'être un sociologue. Il y a forcément de la sociologie à partir du moment où, effectivement, compte tenu de la distance, du nombre de portraits et de la diversité des endroits, il y a une représentation sociologique. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ce qu'écrit d'ailleurs Christophe Granger, le sociologue historien qui écrit, c'est une saison des apparences. Oui. Effectivement, on va en vacances, on va choisir en fait une tenue, on va tenir une teinte, un style précis. Et c'est vrai que moi, je suis attiré par des couleurs ou des styles qui sont des archétypes quelque part. Je pense que si je m'étais photographié, je pense que je serais l'archétype du quinca blanc, du bobo parisien. On a peut-être tous quelque part quelque chose d'archétypal. En tout cas, je trouve ça très touchant. Oui, c'est formidable, c'est extrêmement touchant, vous l'avez dit, poétique, enrichissant aussi. On en apprend énormément sur ce que nous sommes et sur notre pays. Donc près d'une centaine de portraits. C'est chez Actes Sud, on est allé au bord de la mer. Il y a un portrait, un cliché que vous n'avez pas su saisir, Stéphane Gadieu. Oh, il y en a certainement. Heureusement, Coco l'a pris. Ah, les bords de mer, on a tous reconnu Jean Quatremer. Merci. Merci Coco. Heureusement, il n'est pas dans le livre. Merci Stéphane Gladieux. Merci. On va maintenant accueillir dans un instant à votre place tout de suite notre ami Reza Ounewachi. Bonsoir Reza, bienvenue à vous et à votre histoire de la semaine, Reza. Ce soir, votre histoire, c'est celle du prince des ténèbres, on le surnommait comme ça, le prince des ténèbres, qui les a rejoints, les ténèbres. Exactement. Je vous propose de revenir d'abord au 5 juillet dernier, en Angleterre, à Birmingham, devant Ozzy Osbourne, 45 000 fans et des millions de streamers. Le corps, lui, ne suit plus. Il est assis, brisé par les années, par la maladie de Parkinson, et pourtant, il chante encore, il rugit même. Une dernière fois, dans un concert caritatif géant, plus de 160 millions d'euros sont récoltés pour la recherche et les enfants. C'est un chant d'adieu, un chant d'espoir aussi. Libération en a fait cette semaine une double page hommage. L'histoire d'Ozzy Osbourne, c'est celle d'un survivant invincible. Celle d'un homme qui a tenu debout plus longtemps que la légende elle-même. Ozzy Osbourne, c'est d'abord John Michael Osbourne, un môme paumé dans le brouillard industriel de Birmingham. Nous sommes dans les années 50. Il est le cadet d'une famille de 6 enfants. Il connaît une courte carrière de délinquant adolescent avec un père ouvrier qui lui prédit à l'époque 2 options. J'ai le sentiment que ta vie va prendre un chemin pas banal. Soit tu feras de grandes choses, soit tu finiras en prison. Le paternel a vu juste pour son fils qui, on ne le sait pas trop, mais il était bègue quand il était jeune. À l'école, il arrivait à peine à prononcer son nom de famille. Il disait juste Ozzy, un surnom répété par ses camarades de classe moqueurs. Ozzy, 4 lettres, plus tard fièrement tatoué sur ses phalanges comme on le voit. En 1968, cet amoureux inconditionnel des Beatles trouve enfin sa voix, qu'il pose sur des riffs sombres de guitare et crée un nouveau son, c'est le heavy metal. Avec Black Sabbath, il incarne une Angleterre en crise et en cri. Black Sabbath, un groupe culte grâce à son chanteur, et qui décide pourtant de se séparer de lui en raison de ses excès en tout genre, mais qu'il le récupéra quelques années plus tard. En 1983, les journaux télévisés français parlent d'un être démoniaque. Lui, il s'en amuse, il est là pour faire peur et pour tout casser. Un an avant, en 1982, dans la ville des Moines, aux États-Unis, un fan lui lance une chauve-souris sur scène. Ozzy pense que c'est du caoutchouc, il la prend, il la mord. Mais la bête était bel et bien réelle et vivante. C'est la panique sur scène, on le vaccine en urgence. À partir de ce moment, Ozzy Osbourne devient plus qu'un chanteur, il devient une créature que même la rage ne peut abattre. En 1989, Ozzy est invité à Moscou. Devant lui, une jeunesse soviétique en soif de liberté. C'est le premier grand concert de heavy metal à l'Est. Et Ozzy, cette nuit-là, est encore une fois plus qu'un chanteur. Il devient un cri, un souffle de révolte et de liberté. S'en suivent des bitures, des overdoses, des blackouts. Ozzy Osbourne ne s'est pas contenté de vivre. Il a survécu à tout, même à sa propre légende. Au début des années 2000, il entre chez des millions de foyers via les télévisions. L'émission The Osbourne sur MTV cartonne.
Ozzy devient une star, mais cette fois du salon. On y découvre un mari âgé, un père un peu perdu, une star dépassée par ses ados et drôle malgré lui. Il redevient humain et il redevient aimé. Ozzy Osbourne ne se fait plus peur, il ne fait plus peur, il fait rire, il touche et ça aussi c'est un miracle. Surgit alors la maladie de Parkinson en 2020 avec un dos brisé et pourtant il continuera de chanter jusqu'au bout et juste avant de partir, il dit cette phrase « Survival is my legacy », la survie est mon héritage. Merci Reza pour ce bel hommage. Et voici maintenant celui de Coco. Vivement qu'on aille tous en enfer pogoter avec Ozzy Osbourne. Merci Coco. On va enchaîner, mes amis, avec une photo que vous avez choisie chacun pour illustrer un autre sujet d'actualité de cette semaine. Julie Graziani, on va commencer avec votre photo. Ce sont donc les premiers narcotrafiquants qui ont été transférés à la prison de Vendin-le-Vieil. Oui, la prison de Vendin-le-Vieil, donc un projet phare mis en avant par Gérald Darmanin, une prison ultra sécurisée, caractérisée par un régime carcéral très strict et la privation des liens sociaux des détenus. J'ai trouvé ça intéressant parce que ça illustre le basculement de la politique carcérale dans l'opinion publique. Des années 50 jusqu'en 2014, et ça culmine avec la loi Taubira de 2014, on est orienté vers la réinsertion du détenu, c'est l'objectif premier. À partir de 2015, on découvre le terrorisme qui se manifeste à nouveau, la récidive, les liens entre les narcotrafiquants et les terroristes. L'opinion publique bascule et réclame désormais de la sécurité, de la mise à l'écart et commence à considérer qu'une partie des détenus est définitivement irrécupérable, d'où un retour vers ce type d'endroits d'incarcération qui sont d'une dureté extrême. Merci Julie. On va enchaîner avec votre photo, Pierre Jacquemin. Une photo qui, donc une manifestation d'agriculteurs qui vise des permanences d'élus écologistes. Un tout petit peu plus qu'une manifestation, et c'est d'ailleurs, je trouve, un peu ce qui m'a frappé, c'est la bienveillance avec laquelle on traite les mouvements de colère des agriculteurs. On l'a vu précédemment, il y a 1 an ou 2 ans, même encadrés par la police parfois, et des mouvements assez violents. Et cette bienveillance, je la mets un peu en rapport, et je l'interroge justement face au mouvement écolo, où vous savez, dès que vous envoyez une tomate sur un tableau certes très connu, tout de suite, ces gens-là sont taxés d'éco-terroristes où on criminalise parfois les mouvements écolos. Donc je m'interroge en tout cas sur la manière dont ces mouvements, parce qu'on est quand même face à une loi Duplon qui a recueilli près de 2 millions de pétitionnaires, qui a parfois plus de légitimité démocratique que les élus syndicaux de la FNSEA qui sont très mal élus. Merci Pierre, justement vous en parliez. Un dessin de Coco. Contre la loi Duplon, des millions d'abeilles ont signé la pétition. Merci Coco. Jean, je sais que vous savez être bref. C'est toujours passionnant, mais vous savez aussi être bref. Et vous allez l'être pour commenter votre photo. C'est la rencontre à Kiev entre le ministre français Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, et le président Zelensky. C'est une guerre qui nous concerne tous. Elle se déroule à 1000 km de chez nous, 1500 km de chez nous, et qui dure depuis 3 ans. Si l'Ukraine tombe, c'est l'Europe ensuite qui risque d'être attaquée et de tomber. Or, les Européens, en dehors de paroles, d'aide financière, ne sont toujours pas les Ukrainiens. Imaginez, nous sommes en 1917, les Américains ne sont pas là, on est seuls face aux Allemands. Qu'est-ce qui se serait passé ? Eh bien, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Ukraine. Donc pour moi, c'est l'occasion de dire il faut aller aider les Ukrainiens en allant sur le terrain et arrêter d'être là avec nos paroles. Merci Jean Quatremer. Voici maintenant venue l'heure de retrouver notre poète préféré, Benoît Forgeard et sa Dérive des continents, toujours fleur bleue. Ce grand romantique s'inquiète pour les générations futures. La bague connectée sauvera-t-elle l'amour ? Bonsoir Renaud, pas facile pour ce petit animal doux et craintif qu'on appelle l'amour de survivre au XXIe siècle, et pourtant... Pareil à l'abeille, Cupidon est en train de crever sous nos yeux. Les bois où il s'épanouissait autrefois ont été rasés. On n'a plus la place, plus le temps. Et sur Internet, on trouvera plus rapidement un bon livreur de menhirs qu'une idylle authentique. Amour, il te faut muter ou rejoindre dodos et cabines téléphoniques dans le sombre tiroir de ce qui fut, n'est plus et dont on n'a rien à foutre. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ? S'interrogeait Daniel Balavoine quand il était encore temps. Eh bien, arrêtez les recherches, j'ai la réponse. Ce qui sauvera l'amour, c'est ça. L'alliance des cœurs connectés, l'électro-chevalière d'interveillance, l'indispensable des amants ambitieux, soit un anneau vendu par paire qui permettra à chaque membre d'un même couple de connaître en temps réel non seulement l'endroit où se trouve l'être adoré, mais le rythme de son pouls, le nombre de ses globules, la fréquence de ses flatulences et autres données essentielles. Désormais, quand quelque chose ne va pas, vous le saurez, dit la pub. Vous le saurez, oui, comme un ORL vous devine asthmatique en écoutant vos bronches. Qui peut sérieusement rêver de se voir offrir une bagousse pareille ? D'après les
enquêtes, les gens nés au début de ce siècle ne sont pas contre. Habitués à vivre tracés depuis leur plus jeune âge, ils ne voient pas le problème. Et quelque part, je les rejoins. Amants et maîtresses sont devenus des concepts aussi vieux jeu que le tabac à chiquer. Qui pratique encore l'adultère en 2025 ? La moindre escapade est immédiatement grillée. Cette bague, vous voulez que je vous dise ? Eh bien, c'est la fin de la jalousie. Encore que, jamais aucune donnée n'anéantira complètement le doute et rien n'empêche d'enfiler la bague à la queue d'un chien placide, tandis que vous partez à l'aventure. Go and see, my love, disait Rosanna Arquette à son amoureux à la fin du Grand Bleu. Go and see, mais avant, n'oublie pas d'enfiler ta bague. Son modèle étanche permet la localisation de l'élu de son cœur jusqu'à 3000 mètres de fond, ce qui suffira à couvrir la plupart des situations courantes. Chapeau forgeard. Et merci, un dernier dessin de Coco. Un conseil pour ces vacances d'été ? Et oui, plage, la suite. Attention les coups de soleil, Renaud. Merci. Merci Coco, je ferai gaffe. Merci à tous les amis. On se retrouve quand ? Demain à la même heure, 20h05 ou sur Arte bien sûr, pour 28 minutes samedi et son club international. Ce dessin-là, il vous fait plus rire que l'autre sur vos vacances à vous, Jean Quatremer. Comme toujours, on va se quitter en musique, justement, avec un clin d'œil à notre invité de la semaine, le photographe Stéphane Gladieux et sa galerie de portraits saisis à la plage. On va se rappeler comme c'était bien les vacances au bord de la mer avec Michel Jonas. Tchuss. Alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau, les palaces, les restaurants, on ne faisait que passer devant, et on regardait les bateaux, le matin on se réveillait tôt, sur la plage pendant des heures, on prenait